Dans presque chaque déposition que j'ai dû lire en prison, déposée par les audiences qu'ils ont dû faire auprès de la police, quand l'enquête a été menée pour savoir ce qui s'était passé. Il y avait un chapitre sur moi et il était redoutable. Je suis proactive, en fait. Les intentions de Gabriel, en fait. Je les connais, je les sais, je les anticipe. Ce qui, moi, me trouble, c'est que c'est... De ce que je lis, c'est que c'est... Je suis pire que Gabriel. La moitié du gourou. Un documentaire de Manon Prigent, réalisé par Arnaud Forest. Dernier épisode. Le point de non-retour. Alors, est-ce qu'on s'acheminerait pas vers comment elle se termine, cette histoire ? Ça va ? Ouais. Donc là, la secte existe depuis 5-6 ans, on est aux alentours de 2010. Qu'est-ce qui se passe sur cette dernière année ? Alors, l'initiation au prana, c'est pareil, on a été désignés. Certaines femmes ont été désignées pour faire cette initiation. Aucun homme n'a été désigné alors. Moi, je me sentais pas forcément très prête à cette initiation, mais il m'a dit que je l'étais. Donc voilà. Le prana, c'est une notion de l'hindouisme qui veut dire, qui en tout cas nous était traduite par Gabriel comme l'énergie première. Bon, c'est une notion beaucoup plus complexe, j'imagine, dans l'hindouisme, mais c'est comme ça que nous, on l'intégrait. Et donc l'idée, c'est de changer de système de nutrition. Gabriel a déjà fait cette initiation, il sait comment faire, et donc il nous accompagne pour la faire. Et donc 3 autres femmes ont été désignées, et on s'est retrouvés 3 semaines sans boire ni manger quasi. Donc on se retrouve toutes les 3 dans un des appartements, toujours du même lieu au Costa Rica où on a l'habitude de loger. Et on se retrouve donc à faire un jeûne dur, un jeûne qui va durer d'abord 8 jours sans boire ni manger, mais sans boire une seule goutte ni manger. Et après, en gros, les 2 semaines après, on boit que des jus de temps en temps. Mais voilà, en gros, c'est ça la teneur des 3 semaines. Je pense que toutes les initiations de Gabriel se ressemblent au final. Il est toujours question de dépassement, il est toujours question finalement que notre territoire intime soit de plus en plus convoqué et de plus en plus investi par le collectif. Moi, je suis pas très épaisse physiquement, je perds très vite le peu que j'ai. En plus, j'ai un passif d'anorexie, alors je sais pas si ça y fait ou pas, mais en fait, moi, j'ai des repères, en fait. C'est-à-dire que moi, le 8e jour, je suis plus gravement atteinte que tout ce que j'ai connu de mes années d'anorexie. En fait, on est censé, après cette initiation-là, pouvoir ne plus manger de la vie, en fait. On est censé pouvoir capter de l'énergie vitale qui nous nourrit, et voilà. Suite au prana au Costa Rica après, donc peut-être 2 mois, peut-être... En fait, je suis encore très affaiblie. J'ai beaucoup de mal à avoir d'endurance, j'ai peu de ressources, je reprends très peu de poids. Et donc, je lui en fais pas, en fait. Je lui dis, mais en fait, moi, ça va pas, en fait. Je sais pas, il y a un truc qui déconne, quoi. J'ose pas lui dire, tu t'es trompée, mais je lui dis, mais moi, je sais pas, je suis pas à ta hauteur, en fait, j'y arriverai pas. Et en fait, Gabriel s'assombrit, comme je sais qu'il peut s'assombrir. Et puis, cet assombrissement qui passe par une espèce de colère très rentrée, dont j'ai peur qu'elle m'explose au visage, finalement se transforme par presque un désespoir. Et je le vois presque pleurer, en fait.
Et ça me déstabilise encore parce que je m'attends pas à ça en fait. Je m'attendais finalement à me faire bien latter oralement et puis finalement en fait c'est de la tristesse que je vois, ça me trouble complètement. Il me redit encore une fois qu'il fait tout pour moi en fait, que vraiment en fait là tout se teinte de culpabilité pour moi et je me souviens que c'est la seule fois où je décide de pas dormir avec lui. Mais bon, le lendemain, les choses reprennent, il me refait à manger et finalement, après ça, je reprends petit à petit une alimentation normale. Ça, c'est un des grands moments de doute que j'ai pu avoir, mais qui n'est qu'un doute, qui n'amène pas après une action de rupture. En fait, avec le prana, ça devient vraiment le seul référent sur la santé. Je veux dire, je peux vraiment plus dire à quelqu'un, un référent de santé conventionnel, ce qui se passe pour moi en fait. Parce que c'est tellement décalé par rapport à la société que les conséquences de ce jeûne, en fait, c'est à lui et à lui seul que j'en parle et que je peux en parler. Pour moi, ça renforce encore plus le lien de dépendance que j'ai avec lui, quoi. Dans la thèse de Gabriel, la femme réalisée, c'est la joie incarnée, en fait. C'est le rayonnement, c'est une espèce de plénitude incarnée, moi, que j'avais pas. Au bout de 4 ans, toujours, finalement, avec des manquements, des habitudes, des peurs. Il y avait même des peurs que j'avais l'impression d'avoir dépassées et puis qui revenaient. Moi, je ne me suis jamais sentie à l'égal de Gabriel, mais c'est pourtant ce qui se percevait de l'extérieur. Je me suis jamais considérée comme la compagne de Gabriel, mais c'est ce qui se percevait de l'extérieur. À la fin de cette histoire, un peu au moment où tout commence à chuter, il y a presque un an, en gros, après le prana, où je suis toujours très affaiblie physiquement. J'ai pas du tout retrouvé le tonus habituel. Au cours du Costa Rica, on a des moments de pause, mais qui sont des moments, finalement, quand même encore en collectif, et des moments où en fait, on change d'activité. On fait d'autres choses et de manière plus joyeuse, plus ludique. Et donc, on va sur des plages qui sont sublimes. Et lors d'un passage sur une de ces plages-là, on fait un exercice qu'il a l'habitude de nous faire faire, qui est l'ensablement. Alors ça a aussi un aspect bénéfique parce que le sable c'est de la silice, que la silice c'est bon pour la peau, que ça réénergétise le corps, etc. Et donc il a l'habitude de nous ensabler, donc il remet du sable sur nos corps, mais partout, même le visage, donc il laisse le nez sorti et il nous laisse 20 minutes comme ça. Et donc c'est en même temps réénergétisant et en même temps c'est un petit dépassement de peur, quoi. Et une fois que le truc est fait, je me rends compte que c'est extrêmement lourd pour moi. Et que j'arrive pas à respirer, en fait. C'est beaucoup trop lourd. Et puis au bout d'un moment, je trouve que ça fait très longtemps. Moi, j'ai l'impression que ça fait bien plus de 20 minutes que je suis ensablée. Le sable commence à sécher, en fait, sur mon visage. Donc il y a des petits grains qui commencent un peu à tomber sur mon nez, enfin, sur mes narines. Moi, j'essaye de sortir moi-même, je fais un effort et puis en fait, ça redéstabilise encore plus le sable. Donc, j'ai très peur en fait. Enfin, j'ai très peur. Mais en fait, je me dis pas que j'ai peur parce que j'ai pas le droit d'avoir peur. Donc, je reste là et je me dis bon, ça va bien finir par s'arrêter cet exercice et j'attends. Et en attendant, je tends l'oreille et je finis par entendre leur voix au loin. Donc en fait, je comprends que tout le monde a été déterré
et qu'ils sont allés se baigner, comme on le fait après chaque déterrement, et que Gabriel aussi m'a oublié et est allé se baigner. Et que ça fait je sais pas combien de temps que je suis dans ce trou. Et puis blackout, et en fait je n'ai aucun souvenir de comment je suis sortie de ce tas de sable. Alors je me souviens pas du déterrement, mais je me souviens je monte en fait dans le car, et donc je me place à côté de Gabriel comme j'ai l'habitude, et je le regarde, et je croise un regard extrêmement froid. Mais je dirais même plus que froid, je dirais qu'il est méprisant. Et je dirais même un peu plus que méprisant, je crois qu'il est dégoûté. Alors moi, ce que je me dis en tout cas, c'est que, en fait, c'est un prédateur qui a une proie, et cette proie, elle est toujours un jeu extraordinaire au départ. Et puis après, comme dans toutes les histoires, même ces histoires où l'exaltation est remise au goût du jour, parce que le grand art du gourou, c'est l'endurance en fait. Mais même là-dedans, il y a quand même une usure. Et puis moi, l'usure, elle l'est, puisque je lui dis, mais en fait, c'est bizarre, je suis toujours pas une déesse incarnée, rayonnant la joie, l'érotisme, je suis pas en train d'être un orgasme vivant permanent, il y a un truc qui déconne. Donc il y a une certaine tension qui s'installe. Et puis j'ai des symptômes gynécologiques, j'ai des espèces de trucs chroniques, j'ai des mycoses qui n'arrêtent plus, j'ai des cystites à répétition. Donc il y a aussi tout un phénomène qui vient abîmer en fait un peu cette idéalisation. Ça va être dur de raconter ça. Alors lors ce qui va s'avérer le dernier Maroc, il y a une famille qui arrive. Ils ont 3 enfants et l'aînée est une jeune fille qui va avoir 14 ans, qui a 13 ans passés. Et Gabriel nous a montré comment se passait une coupure du cordon ombilical psychique. Alors, en fait, en gros, il fait faire une renaissance à la jeune fille, et il fait faire un réaccouchement à la mère. C'est-à-dire qu'il refait vivre ce moment-là à ces 2 personnes pour qu'elles se libèrent de choses qui auraient pu les bloquer l'une et l'autre à ce moment-là. Après, il va y avoir une espèce de cérémonie pour fêter la nouvelle femme qui est cette jeune fille qui vient de renaître. Alors je dis pas enfant d'ailleurs, parce que là, c'est une femme, et pour tous, on est dans cette idéologie qu'elle a passé son cap, elle a refait sa naissance, et qu'à 14 ans, c'est devenu une femme. Et que de toute façon, les peuples premiers l'ont toujours fait, les mariages se faisaient à partir de 13 ans, donc nous, on a complètement occulté que c'est une enfant. Dans sa théorie, les familles sont forcément finalement enfermantes, et donc il faut se couper le plus vite possible de son milieu familial et aller habiter chez des parrains et des marraines. Et ces parrains et ces marraines, à l'adolescence, sont censés éduquer sexuellement les ados qu'ils ont en charge. Et donc il faut une marraine. Moi, je dis à Gabriel, en tout cas, moi, je me sens pas du tout les épaules pour ça, je sais pas ce qu'on devrait faire. Il me dit, mais t'en fais pas, en fait, tu sais bien que je suis toi et que je vais te guider chaque seconde, franchement, t'as rien à... Voilà. Et donc, les parents acceptent de laisser cette jeune fille chez Gabriel, en ne sachant pas ce qui va se passer. En fait, ils imaginent qu'elle va avoir des cours d'espagnol un peu... avant, et du coup, elle va acquérir des choses pour pouvoir aller au Costa Rica, qu'il va lui apprendre la lecture rapide, chose qu'il n'a jamais eu le temps, a priori, de nous apprendre à nous. Voilà, donc il va lui apprendre des trucs qui vont lui donner en fait des cartes supplémentaires par rapport aux autres et par rapport aux anciens, et comme ça va lui permettre de s'intégrer au groupe. En fait, il ne parle pas de sexualité. Sauf que ce qui va se passer chez Gabriel, c'est qu'il va m'instrumenter pour lui apprendre des choses à cette jeune fille qu'elle ne devrait jamais apprendre, et en fait qui vont... Je sais pas le dire. Mais en tout cas, c'est caractérisé comme un viol, quoi. Et moi, je participe au fait que ça se passe, et voilà.
Et en fait, je ne mesure pas du tout... Même s'il y a une part de moi qui est figée, qui est sidérée par ce qui est en train de se passer, je n'arrive pas à comprendre que ce qui se passe, c'est gravissime, en fait. Et ça se passe sur un air de fête, ça se passe dans une ambiance d'anniversaire, parce que c'est l'anniversaire de cette jeune fille. Et donc voilà l'événement qui va faire que tout va exploser très peu de temps après. Puisque le grand-père de cette jeune fille va très bien comprendre ce qui se passe, qui va réveiller les parents qui n'ont pas compris justement, parce qu'ils sont déjà sous emprise ce qui se passe. Et donc très vite, les choses vont basculer et vont passer aux mains de la justice, d'experts psy. Voilà. Et très vite, on va caractériser la chose et l'histoire va s'arrêter là. Cette expérience qui est dramatique à mon niveau, mais qui est surtout dramatique au niveau de ce qui s'est passé au final, qui a fait qu'on a atterri en prison, c'est l'enfer. Enfin, moi, je pense que... Je sais pas si je peux dépasser ça, vraiment, mais... En tout cas, dans cette horreur, ce qui se passe, c'est que ça met un arrêt à la montée du délire, quoi. En fait, du délire de toute puissance de cet homme. C'est-à-dire que je me dis, s'il n'y avait pas finalement ce drame-là, qui brusquement fait exploser le collectif, je sais pas bien jusqu'où il aurait pu aller. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va toujours plus loin. Bon, à partir du moment où l'abus est caractérisé, donc du coup, les autorités judiciaires s'emparent de l'affaire, on est donc perquisitionné et mis en garde en Espagne. Et puis après, 2 procès vont suivre. Au premier procès, je suis co-accusée avec Gabriel. On est exactement accusés de la même manière. Pendant ce premier procès, à l'issue duquel je suis acquittée. Parce que je suis reconnue pour avoir été sous l'emprise de Gabriel et non pas un membre actif totalement indépendant. Mais à l'issue duquel aussi, Gabriel fait appel. Et donc on recommence la procédure et en appel, à nouveau, je suis définitivement acquittée. C'est aussi, pour moi, grâce aux victimes, aux 2 victimes qui m'ont toujours soutenue et qui ont revendiqué en fait mon statut de victime. Même parfois presque pour une à l'encontre de son propre avocat. La dernière page de ce procès termine par un 3e procès. C'est moi qui suis partie civile avec Johan et 2 autres personnes. On est 4 parties civiles à porter plainte contre Gabriel après coup. Donc cette histoire, elle s'étale sur 10 ans. J'ai mis des années à me rendre compte que j'aurais pu mourir. Bon, j'ai occulté le fait de sortir du sable. J'ai forcément occulté des tonnes de trucs. Et puis je m'en suis rendu compte concrètement en relisant les dépositions où en fait les gens racontent des choses. C'était hyper douloureux. J'avais très très peur de lire à quel point j'avais pu faire peur ou faire mal. Et maintenant que j'écris le livre, c'est toujours très difficile de lire les dépositions. Difficile parce que je dirais que quand on les lit pour un procès, on les lit pour se défendre. Ça donne un prisme qui ferme un peu la lecture sur des objectifs très serrés, qui sont quels sont les points litigieux, à quel point ça permet ou pas de comprendre l'emprise. Et là, maintenant que j'écris cette histoire, enfin, que je l'écris avec Johan, puisqu'on a décidé de l'écrire à 2, cette histoire, et que je l'écrirai pas sans lui, eh ben je suis bien obligée d'ouvrir les écoutilles
à plus que la première plaignante et à accéder à la souffrance des autres, de tous les autres. Mais en même temps, ça a participé à ma déprise. Parce qu'à un moment donné, il a fallu que je me confronte à de la contradiction. Que c'était fini, la cohérence délirante, cette espèce de film idéalisant où il n'y a qu'une seule vérité. En tout cas, dans la mécanique de la déprise, c'était un formidable exercice que de me confronter à ces points de vue différents. Parce que pendant 6 ans de ma vie, ils ont tous disparu, les points de vue. Ça n'existait plus, la différence. Alors que je suis rentrée au départ pour ça. Est-ce que tu penses que tu es devenue moins rigoriste et moins obéissante aux règles maintenant? En fait, c'est vraiment un truc sur lequel j'essaye d'être vigilante, en fait. J'ai quand même un mal fou à déconstruire ce truc de peur du conflit, quoi. De savoir dire non. Pour l'instant, en fait, j'évite plutôt de me mettre dans des situations qui vont être compliquées pour moi. Parce qu'en fait, j'ai pas encore les épaules pour être capable de dire non quand je le sens pas, dans certaines circonstances où il y a une autorité. Je suis encore beaucoup trop respectueuse finalement des figures d'autorité. Et c'est compliqué parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de moi. Arte Radio. Point. Com.